Les dessins animés, c'est pour les enfants. Du moins, c'est ce que la majorité des gens pensaient dans les années 80. Et pourtant, quand on entend ces notes, c'est pas uniquement notre âme d'enfant qui s'éveille. Bon, le premier épisode des Simpsons est sorti en France le 15 décembre 1990, et depuis ce jour, les Simpsons sont diffusés chaque semaine sur le petit écran. Rendez-vous compte, ça fait plus de 30 ans qu'ils accompagnent l'humanité sans jamais prendre une ride, ni même changer de vêtements. Et durant cette période, c'est pas moins de 750 épisodes, répartis sur 34 saisons, qui sont venus hisser les Simpsons au sommet des œuvres cultes de la pop culture. La recette est simple, ouverture sur un générique devenu emblématique, suivi des aventures atypiques d'une famille décadente mais attachante, dans une ville où chacun des habitants a une histoire à nous raconter. Mais en réalité, ce terrain de jeu nommé Springfield avait un objectif bien plus profond. Dépeindre le reflet de notre société de manière satirique et caricaturale, où le second degré et l'autodérision sont les maîtres mots. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son créateur, Matt Groening, a visé juste. Avec son œuvre, il a non seulement révolutionné l'industrie du dessin animé, mais il a aussi et surtout changé la mentalité des gens de l'époque, grâce à un humour engagé, venant bouleverser les codes de la famille parfaite, tout en ouvrant la voie à des centaines d'œuvres qui n'existeraient pas sans les Simpsons. Cependant, personne ne change le monde en claquant des doigts. Et pour comprendre le pourquoi du comment, il faut revenir au point de départ. Alors oui, je sais, ça ne vend pas du rêve, mais je vous jure que tout part de là. Vous avez sous les yeux la BD Life in Hell, l'ancêtre officiel des Simpsons. D'ailleurs, les plus attentifs auront déjà remarqué quelques traits similaires. Cette BD, Matt Groening l'a créée en 1977 alors qu'il venait d'arriver à Los Angeles. Il travaillait à ce moment-là dans un magasin de musique où en plus de vendre des CD, il prenait la liberté de vendre cette dernière $2 à qui voulait bien l'acheter. Life in Hell décrivait la vie à Los Angeles à l'aide d'un humour noir et d'un ton satirique, ce qui n'est pas sans rappeler l'œuvre qui est le sujet de cette vidéo. Au bout d'un certain temps, la BD a commencé à rencontrer un certain succès, notamment grâce à des planches comme 9 façons de mourir à Los Angeles, ce qui a fini par attirer l'attention d'un producteur nommé James Brooks. Et James, c'est le genre de mec qui fait des propositions que tu peux pas refuser, du genre adapter Life in Hell en série de courts-métrages d'animation pour l'intégrer au sein du Tracy Ullman Show, une émission qui serait ensuite diffusée sur une petite chaîne nommée La Fox. Proposition que Matt Groening a bien évidemment refusée. Bon ok, il a pas vraiment refusé dans le sens refusé du terme. Explication. Ayant peur de perdre les droits de Life in Hell ou de rater l'adaptation de la BD, ce qui aurait mis fin à son début de carrière encore fragile, miskin, Matt Groening a plutôt fait une contre-proposition, en dessinant ce croquis présentant une petite famille américaine composée d'Homer, le père obèse, Marge, la mère aux cheveux bleus, Bart, l'aîné turbulent, Lisa, l'élève modèle, et enfin Maggie, la petite dernière de la famille. Tous ayant le même nom que les membres de la famille de Matt Groening, excepté Bart qui est censé représenter ce dernier dans ses jeunes années. Et c'est ce jour-là, grâce à quelques coups de crayon et un éclair de génie insoupçonné, que sur une simple feuille de papier, les Simpsons sont nés. Le producteur du Tracy Ullman Show, conquis par cette famille dysfonctionnelle allant à l'encontre de tout ce qu'on pouvait voir à la télé à cette époque, accepta cette contre-proposition, amenant à leur première diffusion le 19 avril 1987, mais dans un format très court de 2 minutes seulement, ce qui est déjà pas mal. What is mind? No matter. What is matter? Never mind. Ok, donc les Simpsons sont là, ils existent, et ça aurait pu en rester là, mais non, les courts-métrages ont du succès et trouvent même leur public. Un public qui est d'ailleurs principalement constitué d'adultes, ce qui est déjà un exploit, vu qu'à ce moment-là, les dessins animés, c'est exclusivement pour les enfants. Et cet exploit, il n'est pas passé inaperçu aux yeux du président de la Fox, qui décide rapidement de commander la première saison des Simpsons telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le premier épisode, Noël mortel, est même diffusé le 17 décembre 1989 directement en prime time, soit l'heure où la chaîne a le plus d'audience. Alors ça peut vous paraître anodin, mais à ce moment-là, c'est exceptionnel. Il faut savoir que ça fait 30 ans qu'un dessin animé n'a pas été diffusé en prime time. Le dernier étant La Famille Pierre à Feu, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voici les pierres à feu, une famille moderne de l'âge de la pierre. À partir de là, les Simpsons connaissent rapidement un succès critique. Mais au départ, ils ne plaisent pas forcément aux yeux du grand public. Et en même temps, les gens à cette époque, ils sont pas prêts. Les Simpsons appartiennent à notre univers et proposent une vision de la réalité. Mais d'une réalité qu'on montre rarement à la télévision, la classe moyenne, avec tous ses problèmes et sans essayer d'embellir leur quotidien. De plus, la famille aux États-Unis, c'est sacré. Elle est souvent représentée comme parfaite. Et montrer une famille défectueuse comme les Simpsons, ça choque les gens. Voir un père alcoolique étrangler son enfant, c'est pas au goût de tout le monde.
Du coup, au départ, les gens sont réticents devant cette réalité caricaturale, mais en même temps, même si ça dérange, ça reflète bien la société actuelle. Et derrière tous ces petits travers, au final, chacun peut honteusement s'identifier. Chose qui sera renforcée ensuite par l'arrivée de tout un tas de personnages, venant enrichir la palette d'archétypes d'êtres humains qu'il est possible de caricaturer. Au final, tout le monde peut se reconnaître dans les Simpsons. Résultat, tout le monde peut aimer les Simpsons. Du coup, le public qu'il est possible d'atteindre est en réalité gigantesque. Je vais imprimer un léger mouvement et compter le temps que ça met pour s'arrêter. Ouh, je vais battre le record du monde! Oui. Annulez mon rendez-vous de 13h. Au fur et à mesure, grâce à leur ton ironique et leur audience grandissante, les Simpsons ont commencé peu à peu à éduquer la population en leur apprenant le second degré et l'autodérision. Une forme d'humour qui était jusqu'alors très peu présente à la télévision, ce qui ouvrira d'ailleurs la porte à ses successeurs tels que South Park ou American Dad, qui viendront renforcer cette révolution dans l'industrie du dessin animé. Les Simpsons, c'est la première fois qu'un dessin animé a changé le regard de la société, allant même jusqu'à atteindre la politique d'un pays, en mettant le doigt sur des vrais problèmes, comme le port d'armes ou la corruption, amenant les gens à se questionner sur des choses qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'ils ne remettaient pas en question, tellement elles étaient ancrées dans leur paysage. Et tout ça en représentant la classe moyenne, avec tout ce que cela implique. Moins de paillettes et plus de dettes. Une famille pas parfaite, mais plus honnête. Oui, l'alcoolisme ça existe. Oui, la maltraitance animale ça existe. Et avec une teinte de jaune, Matt Groening rappelle au monde que tout n'est pas rose. Avec le temps, les Simpsons sont devenus une véritable icône de la pop culture et ont inspiré plus d'une œuvre, de par leurs propos certes, mais aussi de par leur forme, avec un rythme plus rapide et des scénarios imprévisibles. D'ailleurs, Rick et Morty, en digne héritier, maîtrisent à la perfection ce procédé, mais ils n'ont pas eu un impact uniquement sur les dessins animés. La série Malcolm, par exemple, c'est un peu les Simpsons dans la vraie vie. Et maintenant que je vous l'ai dit, la ressemblance peut vous paraître évidente. Et je vais pas vous mentir, la ressemblance est évidente, mais elle l'est aussi avec des centaines d'autres œuvres, car les Simpsons, en plus de changer les gens qui consomment du contenu, ont changé de manière permanente la façon de concevoir ce contenu. Je vais arranger ça, fiston. Pardon, adieu. Reposant, pète tes morts, nourris les esticots, va en enfer. En grandissant, je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé les Simpsons, mais pas de la même manière, suivant l'âge que j'avais. L'abondance d'histoires que nous délivre Springfield et leurs différents niveaux de lecture permettent à un enfant comme à un adulte d'apprécier la série pour des raisons différentes. Et pour moi, c'est ça la plus grande force de cette série. Si tu regardes un épisode à 8 ans et le même à 20 ans, en réalité tu n'auras pas vraiment regardé le même épisode. Enfin si, sur le plan quantique et cosmique c'est le même épisode, mais ce que je veux dire c'est que tu ne l'auras pas vu de la même manière, ni même regardé avec les mêmes yeux. D'un côté l'innocence de ceux d'un enfant, et de l'autre le vécu de ceux d'un adulte. Tu n'auras pas non plus été sensible aux mêmes thèmes, ri aux mêmes blagues, regardé les mêmes choses, remarqué les mêmes choses, etc. En donnant envie à un père comme à un fils de regarder les Simpsons, Matt Groening a rendu familial un genre considéré jusqu'alors comme enfantin. En supprimant la barrière d'âge et en choisissant habilement les sujets qu'il traite, il a rendu son œuvre multigénérationnelle et intemporelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est très différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, mais on avait envie / besoin de faire quelque chose de différent, donc on l'a fait. Alors si vous l'avez apprécié, ou non d'ailleurs, on attend vos retours avec impatience dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à la partager pour la faire exister aux yeux du monde. Et nous on se retrouve bientôt, je l'espère en tout cas, pour un nouveau contenu de ce genre. Je l'espère en tout cas.